Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Messieurs, c'est à vous. Et le grand voyageur, bienvenue Laurent Fabius, bonjour. Merci à vous. Comme disait Cantou, vous êtes arrivé cette nuit d'Arabie Saoudite et du Qatar, etc., etc. Et puis la politique française, on en parlera un petit peu, simplement parce que François Hollande est président de la République depuis 3 ans, c'est jour pour jour. Qu'est-ce qui lui manque pour que les 2 tiers de son mandat soient réussis ? Je pense que les remarques critiques qui sont faites, c'est par rapport aux résultats sur le chômage. Et c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas donné encore de résultats suffisants. Mais ce qui me frappe, je réfléchissais à ça en venant, parce que j'imaginais que vous me posiez une question là-dessus, c'est qu'il y a des réformes qui, en tout état de cause, resteront. Ça me frappe. Bon, il y a des choses qu'on peut discuter, mais par exemple, ce qui vient d'être décidé sur la réduction du nombre des régions, les nouvelles compétences des régions, ça restera. Ce qui a été décidé, alors il y a eu beaucoup de controverses sur le mariage pour tous, ça restera. Ce qui a été décidé sur le tiers payant, c'est-à-dire le fait que les gens n'ont plus à payer leurs médicaments, etc. C'est contesté, mais ça restera. Ce que nous essayons de faire en matière de diplomatie économique, ça restera. Donc c'est vrai que la situation économique était plus dégradée que ce que nous avions anticipé, ça il faut le reconnaître, notamment sur le plan industriel, et donc ça met du temps à remonter, et c'est là-dessus évidemment que les gens Mais réagissent. ça c'est la version optimiste. Non, je crois que c'est la version réaliste. Vous savez, vous le soulignez, moi je passe mon temps à l'étranger, c'est normal, un ministre des Affaires étrangères, il est souvent à l'étranger, donc je fais vraiment la comparaison. Et je pense qu'on est en train de regagner en compétitivité, donc ça aura des résultats sur l'emploi, mais c'est long. Et quand je me retourne vers mon long parcours, la dernière fois que j'étais au gouvernement, j'étais ministre d'économie et finances, c'était dans l'année 2000. Bon, je reviens au gouvernement en 2012 avec le président Hollande, et je me suis aperçu que la compétitivité de la France avait complètement chuté. Bon, et donc il faut remonter ça, parce que si on veut créer de l'emploi, il faut évidemment que les entreprises soient compétentes. Donc vous dites ce matin, le bilan est moins pire à ce stade qu'on le dit. Non, mais bilan, là on est dans l'action, on n'est pas le bilan. Le bilan, il sera dressé par les Français au moment de l'élection. Alors, par exemple, ce matin dans le Figaro, Nicolas Sarkozy dit « François Hollande a tant promis et au final si peu tenu, 3 années de tromperie et de mensonges, c'est un triste anniversaire. » Oui, mais ça c'est des phrases toutes faites. Bon, je crois que il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut être dans l'action, continuer les réformes et surtout, remonter, redresser l'économie française. Et vous le connaissez, vous le voyez évoluer, François Hollande. Oui. Et quel est le vrai Hollande ? Celui de 2012, celui de 2015 ? Puisqu'apparemment il bouge. La vie, c'est du mouvement. Non, je pense que là, il a pris tout à fait la mesure de la fonction. Et moi, c'est surtout sur le plan international. Et ce que je constate, c'est que la France est vraiment un pays très respecté et très crédible sur le plan international. Mais en dépit des sondages qui sont décourageants, etc., pour le moment, on voit bien qu'il veut rencontrer les Français. Tout à l'heure, Caroline Roux disait il prépare la rentrée de combat, il s'organise pour être à nouveau candidat, il y a des insatisfaits, etc. Est-ce que vous lui dites, comme vous êtes à côté de lui en avion, François, vas-y, tu peux être réélu? Non, on parle très peu de la politique intérieure française, très peu. Mais vous savez, Mitterrand, qui n'était pas mauvais en politique, disait la vie c'est du judo. Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'une situation difficile, on peut s'en servir comme d'un point d'appui pour la rendre plus facile. Et en même temps, quand la situation est très bonne, il faut se méfier parce qu'elle risque de descendre. Donc vous nous annoncez que François Hollande est un judoka? J'espère. Mais le problème, c'est pas simplement d'être judoka, c'est d'être ceinture noire. Oui, et ça Non, je pense qu'il fait bien le métier. Oui, il est sur le, comme on dit, le tatami, Thomas. Le tatami en attendant la ceinture noire. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats vous ont accordé un traitement alors privilégié d'invités d'honneur, partenaires spéciaux de confiance avec ces pays. Est-ce que trop, ce n'est pas trop ? Non, c'était d'ailleurs très émouvant parce que, François Hollande comme moi-même, on a de l'expérience, mais là, voir que ces 6 pays de ce qu'on appelle le Conseil du Golfe, c'est la première fois depuis 80 qui recevait un président étranger, c'est le président français. Et on dit souvent, est-ce qu'il y a une politique arabe de la France ? Bon, là, vous aviez tous les pays du Golfe qui étaient là pour dire, écoutez, la France est crédible. Nous, quel est notre objectif là-dedans ? Parce que souvent, il y a beaucoup de crises. Premier objectif, paix et sécurité. Ce qu'on fait là-bas, ce qu'on a fait au Mali, ce qu'on a fait en Centrafrique, ce qu'on essaye de faire en Ukraine pour arriver à une situation... Vous voulez dire que tout ça, c'est très bien vu par les pays, les monarchies sunnites? Non, pas seulement, mais par tout le monde. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'elles vous voient négocier, vous, avec les Américains et les puissances sur l'Iran, et que pour eux, c'est la plus grande crainte?
ils ont la crainte, et dans le communiqué que nous avons fait, nous disons, nous souhaitons avoir un accord avec l'Iran, mais cet accord doit être solide, robuste, crédible. Car sinon, il va aboutir paradoxalement à une prolifération nucléaire dans toute cette région. Alors que l'objectif, c'est, l'Iran peut parfaitement faire de la recherche nucléaire civile, mais la bombe atomique, non. Mais ils ont des doutes à l'égard de M. Obama. Écoutez, moi je verrai John Kerry qui sera là vendredi matin, on discute. Bon, chacun a sa politique, mais enfin nous sommes alliés et amis des Américains, il ne faut jamais oublier ça. Alors, à Riyad, juste avant de partir, vous avez annoncé 20 projets économiques de plusieurs dizaines de milliards en cours de négociation. C'est pour faire beau, parce que c'est vrai. Est-ce que vous les confirmez? Non, c'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Dans les annexes des traités que vous signez. D'abord, vous le signaliez, il faut quand même souligner les contrats Rafale. Qui viennent à point nommé, bien sûr, c'est un produit, enfin un avion formidable, mais il y a quand même un certain rapport entre la conjoncture, la situation politique et le fait qu'on en ait vendu. Il y en a 84 pour le moment. J'ai pas le sentiment qu'avant on en ait beaucoup vendu. Il y en a 84. Est-ce qu'il y en aura d'autres avec les Émirats, par exemple? Vous avez parlé. Oui. J'ai dit jamais 304. Allez-y. Bon. Jamais 304. Cela dit, en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, nous avons discuté évidemment de notre relation générale. Et nous avons aussi discuté économie. Et il y a une annexe qui ne sera pas publiée, qui comprend 20 projets sur lesquels le fils du roi, du côté saoudien, et moi-même du côté français, qui ne suis pas fils du roi, nous devons mettre les choses en musique. Il y aura un premier rapport d'étape en juin, deuxième rapport d'étape en octobre, parce qu'il y a un forum... Mais ça veut dire pas seulement des armes. Pas seulement des armes, c'est dans des domaines différents, vous voulez dire. Ça veut dire du transport, ça veut dire j'ai vu de la santé, ça veut dire beaucoup de choses dans le domaine de l'énergie, et ça veut dire beaucoup d'emplois en France. C'est toujours ça qu'il faut avoir à l'idée. Et ce sont des contrats qui représentent, s'ils sont exécutés, je maintiens ce chiffre, plusieurs dizaines de milliards d'euros. J'ajoute, je ne veux pas faire le triomphalisme, d'autant que là le gouvernement n'y est pour rien, mais nous apprenions dans la nuit que Avianca, qui est la compagnie colombienne, avait commandé ferme 100 Airbus. 10 milliards de dollars. 100 Airbus. 10 milliards de dollars de l'emploi en France. Donc, quand tout s'est trompé, c'est pas seulement 6 milliards que ça avait dans les poches. Non. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est pas nous remplaçons pas les entreprises. Mais il faut que l'État, il faut que l'administration aide les entreprises par notre politique générale et par notre organisation. C'est ça la diplomatie économique. Dans le voyage que vous venez de faire, décidément, c'était François, Jean-Yves et Laurent d'Arabie. Au passage. Bon. Mais nous entendons bien, et vous savez, évidemment c'est la qualité des productions qui permet de les vendre, mais le fait qu'il y ait une vraie équipe professionnelle, ça aide. Le Népal ne sort ni de la catastrophe ni du deuil. Les Français aussi ont perdu des membres qui étaient là-bas. Très difficile. J'ai fait le point juste avant de venir. Nous avons 4 personnes françaises dont il est avéré malheureusement qu'ils ont perdu la vie. Nous avons 9 personnes sur lesquelles nous sommes extrêmement inquiets. Et il y a 30 personnes qui n'ont pas encore été localisées. Ça, c'est pour les Français. Au total, ça va être une catastrophe épouvantable, puisque on va être probablement, malheureusement, autour de 10 000 morts. Et le pays est complètement ravagé. Et je veux rendre hommage vraiment à tous les ONG, aux administrations, etc., qui ont fait un travail magnifique. Et c'est un pays très, très pauvre et il faut l'aider. Il faut l'aider, presque malgré lui, parce qu'il paraît qu'il y a une administration paralysée, un pays paralysé par sa bureaucratie. C'est un pays très pauvre qui n'a pas une administration solide, mais en plus, quand vous avez un chaos de cette sorte, il faut comprendre que tout est désorganisé. Et vous avez tout fait pour rapatrier les Français? Bien sûr, nous sommes organisés pour ça, et en particulier ce qu'on appelle le centre de crise, qui est au Quai d'Orsay, qui a reçu déjà près de 20 000 appels téléphoniques. Il est là pour aider. Alors, à l'extérieur, et vous le montrez, on sait ce que sont la France et les Français. À l'intérieur, les Français s'interrogent sur le communautarisme, vous entendez, les haines interreligieuses, l'identité. Comment vous répondez à ce malaise? On ne peut pas répondre en 3 minutes. Mais c'est vrai que c'est une chose très profonde. Je pense qu'un certain nombre d'éléments qui étaient fondamentaux dans les cadres de la société sont mis en cause, et donc les gens sont déboussolés. Mais c'est vraiment très profond. La séparation entre intellectuel et manuel, le clivage entre les sexes, la place de la religion, le rôle des syndicats, tout ça est mis en cause pour des raisons qu'on peut très bien comprendre. Et donc nous n'avons pas, comme c'est le cas aux États-Unis, le drapeau qui joue un rôle de solidification. Nous n'avons pas un projet comme la Chine, et c'est ça qu'on doit essayer de faire. Le projet. Oui, c'est vous qui gouvernez. Je l'ai noté, oui. Et la politique, c'est ça. C'est
donner des perspectives, donner un dessin. On essaie de le faire, mais sans sectarisme. Mais je crois que c'est autour de ça. Et créer le rassemblement autour de ça. Je vais vous poser une dernière question. Samedi à Moscou, vous allez représenter la France à la commémoration de la victoire de la Russie sur le Troisième Reich. Aucun chef d'État et de gouvernement de l'Europe et occidental ne sera sur la place rouge. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour pas assister au défilé de la puissance militaire russe ou pour ne pas fâcher Barack Obama ? Donnez-moi une minute pour répondre, si vous voulez bien. Bon, d'abord, c'est l'histoire. Les Russes ont perdu plusieurs dizaines de millions de personnes dans la guerre. Et l'histoire, on ne la change pas. Bon, il y aura, pour cette cérémonie qui a lieu le 9 mai à cause du décalage, c'est le 8 mai en Europe et puis c'est le 9 mai en Russie, il y aura Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, il y aura le président chinois, d'autres présidents. En Europe, ce sera à un moindre niveau. En ce qui me concerne, le président de la République ne peut pas y aller, en plus il sera à Cuba, mais nous voulons être représentés à un niveau ministériel. Moi, je ne serai pas au défilé proprement dit, mais j'irai mettre une gerbe et ensuite j'irai au Kremlin. On ne peut pas ne pas tenir compte de l'histoire et en même temps, vous savez que nous jouons un rôle très important pour essayer de trouver une solution en Ukraine. Nous discutons avec les Russes, donc on ne peut pas discuter un jour et ne pas être là le lendemain. J'ajoute que Mme Merkel, autre partie prenante très importante, aura une visite officielle le lendemain. Merci Laurent Fabius d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve demain. Il part pour la Chine et l'Algérie. Et bon voyage. Oui. Merci. C'est pas totalement anormal qu'un ministre des Affaires étrangères soit de temps en temps à l'étranger. C'est pas complètement choquant, c'est vrai. C'est pas uniquement le goût des voyages. C'est bien de vous saisir quand vous passez à Paris. Merci à vous.